La philosophie, c'est aussi une question de goût, parce que la connaissance est une question de goût, mais c'est une question d'appétit, c'est une question d'ingérer, c'est une question de digérer, de se remplir, de se nourrir. Vous écoutez À la source, le podcast de l'Université de Liège. Partons à la rencontre de scientifiques pour comprendre comment est née une vocation, pour découvrir ce qui les anime au quotidien, pour entendre comment ils ou elles transmettent leur passion. Au fil de leurs paroles, remontons à la source. Eh bien, je suis Vinciane Després, je suis diplômée de philosophie et de psychologie. J'ai une thèse en philosophie et je travaille depuis maintenant 1991 au département de philosophie de l'Université de Liège. Je travaille donc comme philosophe des sciences et je fais des recherches principalement sur les relations entre les humains et les animaux. En fait, c'est venu très tardivement. J'ai d'abord étudié la philosophie en ne sachant pas très bien dans quelle branche j'allais m'orienter. Et puis, j'ai repris des études de psychologie. Et dans ces études de psychologie, ici à l'Université de Liège, il y avait la possibilité de prendre quantité de cours en éthologie, c'est-à-dire en sciences du comportement animal. Et je l'ai fait parce que j'adorais ces cours. Je trouvais que ces cours étaient absolument merveilleux dans ce qu'on y racontait, dans les techniques de recherche qui étaient éprouvées, c'est-à-dire observer les animaux dans leur état naturel, dans leur vie quotidienne. Ça ressemblait très fort à une autre branche d'ailleurs que j'adorais, qui était l'anthropologie. Et puis j'ai été engagée par le département de philosophie pour seconder à l'époque le professeur Pire, qui avait besoin d'une assistante. Et donc je me suis dit, tiens, mais comme je connais vraiment bien maintenant l'éthologie, puisqu'il y avait une philosophie des sciences de la physique, il y a une philosophie des sciences de la biologie, une philosophie des sciences de la mathématique, eh bien je me suis dit, je vais peut-être initier une philosophie des sciences de l'éthologie. Et donc j'ai commencé à étudier comment est-ce que les scientifiques observent, comment est-ce qu'ils arrivent à faire des théories sur les animaux. J'ai fait mon mémoire en éthologie, évidemment, puisque c'est visiblement ça qui me passionnait. Et je fais un mémoire très classique sur l'altruisme chez les oiseaux. Ce mémoire se passe bien, il m'intéresse, sauf une chose, c'est que je remarque que tous les articles scientifiques qui sont écrits, ils sont très similaires les uns avec les autres. Il n'y a pas vraiment un qui sort du lot. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont tous censés venir illustrer la théorie qui était la théorie qui expliquait ces comportements. Et donc, on a lu le premier article, le deuxième article, le troisième, le 15e, le 20e, et c'est un peu tout le temps la même chose. Donc, ces oiseaux font à peu près tous la même chose, sauf un. Et cet oiseau était un petit oiseau israélien, observé par un éthologiste israélien lui-même, dont j'avais jamais entendu parler, et qui décrivait un oiseau qui s'appelle le cratérope écaillé, et qui faisait des extravagances, qui dénotaient vraiment dans le conformisme des oiseaux. C'était assez surprenant. Et notamment, cet oiseau dansait, faisait des cadeaux selon des ordres de la hiérarchie assez surprenants, c'est-à-dire que si un dominé fait un cadeau à un dominant, ça risque de très mal se passer pour lui. Le dominant va lui faire ravaler son petit vermisseau. Bref, c'était des oiseaux qui défiaient vraiment l'imagination. Et moi, je disais, c'est pas des oiseaux, c'est des primates volants, c'est pas possible. Il y a dû avoir une erreur dans l'évolution. On a dû mettre des plumes sur un singe et puis voilà. Ou bien, c'est peut-être que c'est un éthologiste qui est tellement en dehors des circuits universitaires. Il a quand même travaillé plutôt dans la conservation de la nature, il a peu travaillé dans les universités, il est venu tardivement à l'université, il est en dehors des circuits traditionnels, il publie très peu. J'ai envie d'aller voir peut-être que ce bonhomme, en fait, il est tellement fantasque, mais qu'en fait, j'ai affaire à un oiseau qui ressemble aux autres oiseaux. Ce serait peut-être sympa. Et en plus, moi, j'avais fait un petit peu d'observation de terrain, mais le terrain, je savais pas ce que c'était. Et donc, je me disais, je veux savoir comprendre comment, par exemple, un éthologiste arrive à faire une théorie à partir d'observations de tout petits détails de comportement. Et donc, je suis partie au mois de mars en Israël et je me suis installée dans le désert, là où on observait les cratéropes écaillés. Et là, c'était pour moi mais vraiment extraordinaire parce que d'abord, je me suis retrouvée confrontée à des vrais animaux, alors que jusque-là, c'était dans la littérature que je les trouvais. Et d'un seul coup, la question traditionnelle des philosophes, quand ils lisent des articles en éthologie, s'ils voient par exemple qu'il y a de l'anthropomorphisme, s'ils voient que le cratérope, par exemple, que l'auteur dit « Tiens, mais les cratéropes, finalement, ils ont le même problème que les pionniers du kibbutz. On est dans un système où il y a une forme d'égalité, il y en a dans un système où il y a quand même un peu de hiérarchie, où il faut être très solidaire. Comment est-ce qu'on peut entrer en compétition pour monter dans la hiérarchie, dans un système où on sait que la compétition entraîne des conflits et peut être dommageable pour le groupe. » Quand un philosophe des sciences voit ça, ben il dit « Allez, comparez le cratérope. Quand on est un chercheur israélien avec un pionnier du kibbutz, mon Dieu, mais qu'en est-il de la pureté de la science ? C'est visiblement le politique qui entre dans le scientifique et donc c'est de l'idéologie, etc. » Ça, c'est la position traditionnelle que normalement j'avais appris à faire. Et quand je me suis retrouvée sur le terrain, j'ai compris que cette question, elle n'avait aucun sens. Elle ne fonctionnait que si on était uniquement dans les articles. Mais moi, je voyais le cratérope danser, je voyais faire et je pouvais très bien imaginer qu'en effet, il avait des problèmes de prestige.
en effet, les cratéropes vivent en groupe. Et quand on vit en groupe, la solidité du groupe importe. Et donc, si on est tout le temps en compétition, le groupe, il peut pas survivre. Et donc, il faut être un peu en compétition pour pouvoir améliorer son statut dans le groupe. Mais en même temps, il faut coopérer. Et les cratéropes avaient résolu le problème en étant en compétition pour coopérer. Voilà pourquoi ils offraient des cadeaux. Voilà pourquoi ils nourrissaient les petits des autres. Voilà pourquoi ils sont toujours volontaires pour être sentinelles. Voilà pourquoi ils dansent, en fait. C'est pour manifester aux autres qu'ils sont fiables, qu'ils sont prêts à venir, qu'ils veulent coopérer avec les autres. Et donc, une fois que j'ai vu le cratérope, que j'ai pu être avec Zahavi, que Zahavi m'expliquait ce qu'il fallait voir, je commence à comprendre comment on fait une théorie à partir de petites observations empiriques, comment on sélectionne, comment on essaye de voir qu'est-ce qui est important. Et c'est jamais ce que nous, on voit qui est important. Zahavi voyait des choses que j'avais pas vues, alors qu'elles étaient sous mon nez. Mais pourquoi ? Parce que j'y prêtais pas attention. Et donc, j'ai pu d'abord constater à quel point, d'une certaine manière, le regard de l'observateur, c'était plus du tout au sens du regard de l'observateur qui déforme la réalité. C'est l'attention du regard de l'observateur à des petites choses qu'on ne voit pas et qui n'ont aucune importance si on n'est pas prêt à leur prêter des significations. Et deuxièmement aussi, l'importance de l'imagination de l'éthologiste, c'est-à-dire essayer de voir, tiens, mais est-ce que si je donne un motif sophistiqué à mon oiseau, est-ce que ça ne me permet pas de voir des choses que je ne verrais pas autrement ? Et ça ne me permet pas de faire plus d'hypothèses, d'observer plus de choses ? Je trouve qu'il y a des situations qui sont belles. Je veux dire, observer un éthologiste ou lire un article d'éthologie, parfois ce sont des très beaux articles. Il y a vraiment de la beauté là-dedans. Et ça, c'est une joie. Donc je ne peux pas le théoriser, je peux simplement dire que c'est un guide assez sûr. Que la philosophie, c'est aussi une question de goût. Je veux dire, savoir, il y a une question de goût dans le savoir. Parce que la connaissance, c'est une question de goût. Mais c'est une question d'appétit, c'est une question d'ingérer, c'est une question de digérer, de se remplir, de se nourrir. Bref, de persévérer dans l'être et de faire croître un petit peu plus son être avec la connaissance, avec une connaissance qu'on goûte. Et à partir du moment où vous dites ça, vous dites que la connaissance est aussi une question de goût. Et il y a des choses qui ont bon goût et des choses qui ont très mauvais goût. Et il me semble que la beauté des situations, le goût qu'ont les situations est un guide très sûr pour se guider quand on n'a pas beaucoup de critères et qu'on ne veut pas nécessairement utiliser des critères éthiques qui sont problématiques et pas toujours si intéressants que ça. Moi, j'ai une position extrêmement luxueuse à l'université, luxueuse, et j'en suis extrêmement reconnaissante, à mes collègues notamment. C'est que je suis dans un poste qui me permet de ne pas trop enseigner. Ça veut dire que je peux faire énormément de recherches, je suis très disponible pour les terrains. J'ai le temps de lire, j'ai le temps d'écrire, j'ai le temps aussi de faire ce que je fais très souvent, des conférences, bref, de faire du partage de savoir. Ça, c'est le premier point. Alors, avec les étudiants, c'est aussi une chance. C'est que, comme je sais qu'ils sont, et je vais pas faire cocorico pour mon département, mais je trouve que la formation en philosophie est excellente à Liège, et je le vois. Et je le vois pourquoi ? Parce que je vois quand les étudiants arrivent au mémoire, et que je les ai eus moi en première bac, et quand je vois qu'ils arrivent au mémoire, je vois le travail qui s'est opéré, je vois des gens qui pensent, qui sont capables de réfléchir, qui connaissent bien l'histoire de la philo, qui ont des concepts bien aiguisés, qui sont extrêmement minutieux, rigoureux, par moments très imaginatifs. Et donc, je sais que la formation est bonne. Et donc, moi, j'ai une chance inouïe, c'est ma position luxueuse. C'est comme mes collègues assument un travail que moi, je ne pourrais peut-être pas entreprendre, qui est de leur enseigner le mieux qu'ils peuvent l'histoire de la philosophie, les concepts, mais aussi de les ouvrir à la philosophie contemporaine, de les ouvrir à Donna Haraway, de les ouvrir aux perspectives féministes. Ils ont de la philosophie de l'Antiquité, ils ont de la philosophie du Moyen-Âge, ils ont de la philosophie politique, bref, ils ont un très grand éventail de ce qu'un philosophe peut accumuler comme outils, parce que ce sont des outils. Et comme ils sont extrêmement bien outillés, je peux me permettre le luxe de leur enseigner des choses qui sont à côté de la plaque. Donc de ne pas me préoccuper, est-ce qu'ils vont être bien équipés par rapport à ce qu'ils doivent savoir faire pour pouvoir travailler comme philosophes et eux-mêmes devenir enseignants en philosophie. Et donc pour moi, la question de la transmission, c'est plutôt leur transmettre des gestes, leur transmettre des formes de liberté par rapport à des manières plus conventionnelles de faire. Vous venez d'écouter un podcast de la série À la source, proposé par l'Université de Liège. Retrouvez d'autres podcasts sur notre site podcast.uliege.be ainsi que sur toutes les autres plateformes habituelles. À bientôt!